RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM, il est midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, la tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays, Bassirou Diomaye Faye, après Ndiayène Pendao, est attendu à Richard Toll. Il doit ensuite se rendre à Saint-Louis, mais il risque de voir rouge. Les partisans de Mansour Faye se mobilisent déjà. L'accueil ne sera pas chaleureux. Ils dénoncent l'arrestation du maire de la ville, tricentenaire. Arrestation tous azimuts de personnalités et voix discordantes depuis l'arrivée du nouveau régime. Le mouvement national pour un changement politique dénonce un recul démocratique au Sénégal. Mais ce qui fait le plus mal à Djibi Ndiaye, le coordinateur national, c'est le silence de la société civile. Reddition des comptes, certains dignitaires de l'ancien régime ciblé ont remboursé en catimini pour échapper à d'éventuelles poursuites. Révélation d'Alassane Gueye, le directeur de la promotion de la bonne gouvernance, invité d'RFM Matin ce jeudi. Instruction du chef de l'État au ministre de l'Agriculture hier en Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a demandé à Mabouba Diagne d'accélérer le processus de mise en place des semences, engrais et autres intrants agricoles. Réaction des acteurs, c'est le dossier de ce journal. Le grand journal des actualités internationales, nous irons en Côte d'Ivoire. L'Union africaine y a déployé des missionnaires. Ils sont partis s'enquérir de la situation à 4 mois de la présidentielle. Et puis en Inde, un avion d'Air India avec 242 passagers à bord s'est écrasé dans une zone habitée. Le sport, Malal Diagne Junior, la presse du jour, Georges Déthié Diop. Point de vue, débat tout à l'heure dans une trentaine de minutes sur l'impact et les enjeux de la tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays. Rendez-vous avec nos deux intervenants. Aliou Ba est à la technique, bienvenue à tous. D'abord, la mort de mort sec habitant à Guédiawaye. Le corps se trouve toujours à l'hôpital de Pikine pour les besoins de l'autopsie. Ce jeune vendeur de téléphone portable serait décédé, selon sa famille, à la suite de son interpellation par les éléments de la police de Yeumbeul. Les parents de la victime accusent la police de l'avoir torturé. Et puis à Mbour, un enfant talibé tué et 2 autres blessés dans un accident de la circulation. Accident survenu à Santessou, un quartier de Mbour. Les talibés ont été heurtés par un véhicule particulier. Par la suite, ils ont été évacués à l'hôpital Thierno Mansour Baro. Malheureusement, l'un d'eux a succombé. Le chauffeur du véhicule, auteur présumé de l'accident, a pris la fuite. 31 victimes, dont 5 blessés graves. C'est également le bilan de l'accident survenu ce matin entre Diourbel et Gossas à hauteur du village de Nébé. Il s'agit d'une collision entre un camion et un car de transport de type Ndiaga Ndiaye. Toutes les victimes ont été prises en charge au niveau de l'hôpital régional de Diourbel. RFM, partout, tout le temps. La tournée du chef de l'État dans le nord du pays. Nous sommes en ligne avec Mamadou Diagne, notre correspondant à Richard Toll. Bonjour. Bonjour Barthélémy. Présentement, le chef de l'État, il est arrivé, il est à Ndiayène Pendao ou il est à Richard Toll? Oui, Barthélémy, annoncé à 12h, la délégation du président de la République vient d'arriver même à Richard Toll, parce qu'à l'instant même, nous notons l'arrivée du préfet du département de Dagana, accompagné des autorités locales du département. Comme vous venez de dire, il a commencé cette tournée dans le département de Podor, plus précisément à Ndiayène Pendao, où il a visité 2 casiers agricoles. À Richard Toll aussi, on note un important dispositif sécuritaire tout au long de la route nationale numéro 2. Les militants de PASTEF sont sortis massivement pour accueillir le président de la République qui est à sa toute première visite dans le département de Dagana. Beaucoup de doléances attendent le président de la République, beaucoup de doléances l'attendent même dans ce département. Des doléances qui ont pour nom l'inaccessibilité à l'eau potable dans plusieurs villages du département de Dagana. Et comme vous le savez, le lac de Guière qui alimente la capitale en eau potable et tout près de ces villages. En plus de cela, les producteurs de riz attendent aussi le président de la République avec plusieurs doléances, comme les oiseaux granivores, la vétusté des aménagements et le problème de l'hydraulique. À noter, Barthélémy, qu'après cette visite, le président est attendu à Saint-Louis dans l'après-midi où il va prendre des audiences avec les élus locaux et députés du pôle Nord. Et demain, il sera à l'usine SAF de Ross-Béthio qui s'active dans la transformation de l'oignon avant de terminer sa tournée économique au primaire agricole de Diama Barthélémy. Oui, le chef de l'État donc attendu dans l'après-midi à Saint-Louis, mais il risque de voir rouge. Les partisans de Mansour Faye qui se mobilisent déjà, donc l'accueil ne sera pas chaleureux, ont-ils dit. Une façon pour eux de dénoncer l'emprisonnement du maire de la ville tricentenaire dans le cadre du dossier, dans le cadre de la gestion des fonds force Covid-19. Aminata Gaye, adjointe au maire de Saint-Louis, par ailleurs ancienne députée à l'Assemblée nationale.
C'est pas une tournée économique, c'est une tournée politique. C'est la suite du Némécotour et de la provocation politique. Comment il peut enfermer notre maire Amadou Mansour Faye et venir ici à Saint-Louis? Ça, c'est une provocation politique. Mais nous, vraiment, nous sommes très déterminés. Et on va l'accueillir avec des brassards rouges. Donc, il n'y a pas de tournée économique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait de pose de première pierre, rien. Pas de projet, absolument rien. Donc là, il est venu juste pour nous provoquer, pour provoquer la ville de Saint-Louis, provoquer les militants et sympathisants de l'APR. Mais ils vont nous trouver sur le terrain. On va l'accueillir pour lui montrer, lui manifester notre mécontentement. Parce que le maire, il n'a rien fait. Il est absolument innocent. Donc on va se faire sortir des brassards rouges avec la jeunesse, les femmes, la population de Saint-Louis pour lui manifester que Saint-Louis n'est pas contente du tout. Parce qu'ils ont enfermé notre maire et en plus de cela, ils viennent nous provoquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Saint-Louis? Absolument rien. Aucun projet, aucun poste de première pierre. L'hôpital de Saint-Louis est là. Les gens souffrent. Les jeunes souffrent. Les femmes souffrent. Une précarité extraordinaire. Et ils viennent ici pour dire qu'ils vont visiter des casiers agricoles ou je ne sais quoi. C'est absolument rien. C'est politique. C'est juste une tournée politique parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont aucun projet. Rien pour Saint-Louis. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Saint-Louis? Pas de ministre. Pas de directeurs généraux forts, comme ils ont l'habitude de le dire. Absolument rien. Juste enfermer notre maire pour préparer les locales. Donc, c'est parce que ça va être facile. Non, ils vont nous trouver sur le terrain. Les partisans de Mansour Faye donc qui se mobilisent déjà à Saint-Louis pour accueillir le chef de l'État avec des brassards rouges. Notez que certains dignitaires de l'ancien régime ciblés dans le cadre de la reddition des comptes ont remboursé en catimini pour échapper à d'éventuelles poursuites. Révélation d'Alassane Gueye, le directeur de la promotion et de la bonne gouvernance. Il était l'invité d'RFM Matin ce jeudi. Aliouba me dit que l'élément n'est pas encore en place. Alassane Gueye, donc le directeur de la promotion et de la bonne gouvernance, qui était l'invité d'RFM Matin. Il a fait certaines déclarations parmi lesquelles donc c'est concernant plutôt les dignitaires de l'ancien régime ciblés dans le cadre de la reddition des comptes. Certains parmi eux ont remboursé en catimini. Depuis leur arrivée, le président avait dit à tout le monde de restituer les sommes qu'ils avaient prises. Il y en a qui ont collaboré, d'autres ont refusé. Et le président avait donné des garanties qu'à chaque fois que quelqu'un venait volontairement restituer une somme, il serait même peut-être récompensé. Il y a des gens qui sont passés par le système pour aller rembourser des sommes parce que dans la gestion, il peut y avoir des fautes et tout ça, pratiquement le grand public n'a pas été mis au courant. La volonté du président, mais également c'est le souhait du ministre de la Justice. Et nous lançons un appel à tout le monde. Si vous avez un parent, un fils qui a une certaine fortune et qui ne correspond pas à son travail, de grâce, parlez-lui pour qu'on puisse régler les choses à l'amiable avant que la justice n'entre en jeu. Là, je parle à ceux qui ont géré les affaires de l'État. Tous ceux qui ont géré les affaires de l'État et qui ont fait des fautes, qu'ils viennent voir le parquet financier pour qu'on puisse trouver une solution à l'amiable dans la plus grande discrétion. Sinon, la justice leur tombera dessus parce que c'est la volonté et la recommandation du président de la République. Alassane Gueye, le directeur de la promotion de la bonne gouvernance. Je rappelle qu'il était l'invité d'RFM Matin ce jeudi, des propos traduits par Malal Diagne Junior. Arrestation tous azimuts depuis l'arrivée du nouveau régime. Le mouvement national pour un changement politique dit tout son inquiétude et dénonce un recul démocratique au Sénégal. Djibi Ndiaye, le coordinateur national, s'insurge contre le silence de la société civile face à ce qu'il considère de dérives autoritaires et antidémocratiques. Djibi Ndiaye, au micro d'RFM Kaolack de Fatou lance un appel à tous les Sénégalais épris de paix et de justice. Nous avons remarqué que depuis l'accession de Diomaye et de Sonko au pouvoir, le tandem, il y a beaucoup de recul démocratique dans notre pays. Les libertés d'expression sont bafouées, mais on a aussi constaté que ce régime en place veut intimider les opposants. Personne n'a le droit de s'opposer dans ce pays, donc c'est ce que veut instaurer le régime en place. Et ce qui est regrettable, aucun membre de la société civile, à part quelques-uns, n'ose critiquer cela. Je ne sais pas où sont ces gens-là qui prenaient le temps d'être dans la presse, de fustiger d'alors les pratiques de l'ancien régime. Aujourd'hui, moi je dis que
le régime, l'ancien régime est mieux sur tous les plans que l'actuel régime. Personne n'a le droit de critiquer Sonko, personne n'a le droit de s'exprimer comme il l'entend. Maintenant, quand tu t'exprimes, il faut s'attendre à aller en prison, ce qui est regrettable d'ailleurs. Donc le mouvement MCP juge cela inacceptable et pense que vraiment les gens on ne doit pas laisser l'État, le gouvernement en place faire ce qu'il veut dans ce pays. C'est gravissime, c'est extrêmement quelque chose qu'on doit combattre. Nous tous, le Sénégal n'appartient pas à Sonko ni à Diomaye, ça appartient à tous les Sénégalais. Dans tout cela aussi, nous avons vu que notre pays, dans tous les sens, dans tous les côtés, rien ne va. La société civile, justement, elle demande la mise en place d'un comité de suivi post-dialogue. Elle estime qu'il est nécessaire donc de continuer à trouver un consensus autour des points de désaccord. Le consortium des organisations de la société civile est actuellement en conférence de presse ici à Dakar. Babacar Ba, le président du Forum des justiciables, c'est lui qui a lu la déclaration commune. Le consortium des organisations de la société civile se félicite du bon déroulement du dialogue national initié par le chef de l'État. Il considère en effet que cette initiative de dialogue constitue une étape importante vers le renforcement de la cohésion nationale. Le consortium regrette l'absence d'une partie de l'opposition et appelle davantage de conciliation de partis de part et d'autre et invite l'État à poursuivre les efforts en faveur d'un dialogue inclusif. Nous avons abouti à des accords de principe au terme de cette concertation qui ouvre d'ores et déjà des perspectives de dialogue plus approfondies qui permettront sans doute de soutenir des réformes conformes aux aspirations du peuple sénégalais. Engagé en faveur d'une transparence accrue, d'une plus grande inclusivité dans le processus politique, le consortium appelle à la mise en place d'un comité multi-acteurs de suivi post-dialogue composé des différentes catégories d'acteurs, notamment des partis de l'opposition, de la majorité présidentielle et de la société civile, dont les membres seront choisis de façon consensuelle. Ce comité sera chargé de faciliter la poursuite des discussions sur les points de désaccord, enregistrés et sur les modalités de mise en œuvre de ceux qui ont été faits l'objet d'un accord. Le consortium félicite l'ensemble des parties prenantes pour leurs esprits de dépassement et leurs implications qui ont permis d'obtenir le consensus et de réaffirmer sa disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à consolider les acquis démocratiques du Sénégal. Pour moi, RFM, c'est la radio la plus proche de la population. RFM, toujours plus proche de vous. Midi 13 minutes, vous suivez le journal sur la radio Futur Média et je vous en remercie. Cette marche populaire à Koul, dans le département de Tivaouane, 18 villages dans la rue pour réclamer de l'électricité. Les manifestants disent ne pas comprendre que les lignes électriques traversent leurs villages respectifs pour aller alimenter d'autres localités. Une inéquité qu'ils jugent inacceptable. Cheikh Anta Diop. Les habitants de 18 villages de la commune de Koul se sont retrouvés à Ngadiam pour se faire entendre. Ils font toujours face à l'épineux problème de l'électrification de leur village. Mbaye Diop, leur porte-parole. Des lignes électriques survolent nos villages depuis longtemps, sans qu'aucun effort concret ne soit entrepris pour nous permettre un simple branchement. Pourtant, ce branchement, comme vous le voyez, est à portée de main. Ce qui nous semble irrationnel, illogique, voire absurde, c'est que d'autres localités, parfois plus éloignées des infrastructures de base, ont été électrifiées entre-temps. Selon le porte-parole du collectif, sur les 18 villages, 6 seulement sont électrifiés. Le collectif était composé de 18 villages non électrifiés. Makka Diaw, Ker Abdou Ndaw Ndiaye, Guysokh, Ker Wali Thiaw, Ndam, Mbellej Gakou, Waxal Jàmm Dara Amar, Ngay Ngay Ali, Fass Jonn, Njaxate Sayer, Ker Madoki Abdou, Ngadiam Ndiaye, Kéri Gakou, Guy Ndioro, Kébé, Tchinsa Ndiouga et Ngadiam Sall. Aujourd'hui, 6 villages ont été électrifiés. Et pourtant, des adresses ont été formulées en ce sens pour que tous ces villages soient électrifiés, mais en vain. Demande d'audience adressée au directeur de l'Agence sénégalaise d'électrification ASER, M. Jean-Michel Sen. Les populations de Koul appellent à l'État d'agir le plus rapidement possible pour qu'elles puissent sortir des ténèbres. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Kër Mandogu et Kër Saroki, nous sommes dans le Saloum, à Wakunguna pour être précis. Là-bas, les populations ont déversé leur colère dans la rue pour réclamer de l'eau. L'unique puits de la zone à Tari, une situation lourde de conséquences sur le quotidien des populations. Ces dernières disent ne pas comprendre pourquoi elles ont été abandonnées par les autorités étatiques. Fatou Mbow.
Depuis quelques jours, l'eau ne coule plus des robinets à Kër Saroki, un village enclavé de la commune de Wakonguna. Une pénurie du précieux liquide qui trouble la quiétude des habitants, particulièrement celle des femmes épuisées par la corvée quotidienne. Problème ñàkk ndox bii may semaine amuñ ndox kanaa wëgg ba sonn. Ba léegi maa ngi fii sama jur yaa ngi na le taxaw mënu ñoo naan. Métti na trop sax. Fii la ñuy xëy fajar ba ñu julli géey ñoo ngi ci teen ba am ndox. Un seul puits mythique alimente tout le village, déplore Dieynaba Diallo. Vêtue simplement, cette cinquantenaire est contrainte de puiser de l'eau à la main pour abreuver ses bêtes et subvenir aux besoins de sa famille. Il n'y a qu'un seul puits dans ce grand village. C'est vraiment déplorable. Regardez-moi, je suis exténuée et je dois encore remplir une vingtaine de bassines pour mes bêtes. C'est lamentable. De Kër Saroki à Kër Mondongo, le constat est le même. Le maire de la commune, Modou Sané Diaw, alerte sur la mauvaise qualité de l'eau qui affecte plusieurs villages environnants. Il réclame l'implantation de mini-forages pour soulager durablement les populations. Nous rencontrons des problèmes persistants liés à l'approvisionnement en eau. La qualité de l'eau est également mauvaise. Il n'y a aucune sécurité car tout le monde puise directement dans le puits. Je demande l'installation de mini-forages dans les différents villages comme Kër Abdou Diafé, Kër Ali ou Kër Malo pour soulager enfin les populations. Le manque d'eau dans ces zones rurales reste un problème récurrent, source de souffrance et de désespoir pour les habitants. Ces derniers exigent la construction urgente d'un forage pour améliorer leurs conditions de vie et garantir un accès sécurisé à l'eau potable. Fatumbo Nyoro, Radio Futur Média. Fatumbo, merci. Le monde rural, c'est aussi l'agriculture. Instruction du chef de l'État au ministre en charge du secteur. Hier, en Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a demandé à Mabouba Diagne d'accélérer le processus de mise en place des semences intrants, des semences, engrais et autres intrants agricoles. Réaction des acteurs, ils saluent cette recommandation du chef de l'État qui, disent-ils, est venu à son heure. Boubacar Dieng pour le dossier de ce midi. Aliou Dia dit constater un démarrage timide de la distribution des semences et intrants dans certaines communes, mais toujours est-il que ça bloque encore dans d'autres zones. Il est le président de Force Paysanne. Certainement au sud, ça a commencé. Dans quelques communes au niveau également du centre, nous signale également un démarrage, mais s'agissant du nord, il n'y a pas eu encore de démarrage. Donc c'est le moment effectivement d'accélérer. Et pas plus tard qu'hier, en ma qualité de président de Force Paysanne, j'ai été même dans le bureau du directeur de l'agriculture, mon frère Mokhtar Ndiaye, pour effectivement voir le planning. Ils ont fait déjà le planning, les notifications sont faites, mais il va falloir effectivement faire pression aux opérateurs pour que en fait ces semences, ces intrants soient disponibles avant que la pluie ne tombe. Même si la mise à disposition des semences et intrants commence à être effective dans le bassin arachidier, Cheikh Tidiane Cissé estime qu'il faut accélérer la cadence. Il est le président des agriculteurs de cette zone. Je pense qu'avec l'hivernage d'ici quelques jours, je pense que si on ne fait pas attention, on risque d'aller au champ sans pour autant avoir tout le matériel qu'il faut pour vraiment aborder l'hivernage à un niveau tel pour espérer vraiment un hivernage vraiment très productif. Le président de Force Paysanne tire un bilan satisfaisant de la dernière campagne. Toutefois, Aliou Dia plaide pour une augmentation du quota. La quantité qui avait été distribuée n'était pas également le capital semencier attendu. Donc cette année, certainement, l'État pense devoir donner 70 000 tonnes, mais je crois que s'il y a un effort de pouvoir effectivement augmenter, ce serait mieux, parce que les paysans ont augmenté, les emballagures également ont augmenté. Si maintenant on maintient tout simplement les 70 000 tonnes, presque je peux dire dans ces 5 dernières années ou bien ces 10 dernières années, c'est entre 70 et 72 pour 1000 tonnes, je crois qu'il va falloir faire un effort pour pouvoir augmenter ce tonnage. L'hivernage s'installe progressivement dans certaines régions du pays. D'ailleurs, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, a publié un avis de pluie pour la période du 11 au 14 juin 2025. Le sud-est, le centre et même Dakar pourraient être touchés. Boubacar Dieng, merci. La décharge de Mbebes qui dispose désormais d'un système d'alerte qui permet de prévenir d'éventuels incidents et préserver la santé des populations environnantes. Un projet porté par la SONAGED en rapport avec des partenaires et qui aujourd'hui fait la fierté des riverains qui se sont toujours plaints de la fumée et de l'odeur nauséabonde qui quittaient Mbebes pour venir envahir leur domicile. Aminata Ba.
De la fumée noire s'échappe de la décharge de Mbobos, envahissant les quartiers environnants tels que Darussalam 2, Taoufir, Malika Djamalai, entre autres. Une situation préoccupante pour les riverains à l'image d'Ali Badara Ndiaye, habitant de Darussalam 2 à Kermessar Nord. On est vraiment impacté par rapport à cela négativement. Là, il y a des maladies respiratoires attaquent la population. Il y a des évacuations à Gogo vers les hôpitaux. Tout ça est dû quand même vraiment à la décharge de Mbobos. Ça nécessite impérativement quand même l'assistance. Donc si on entend vraiment ce projet, on ne peut qu'en jouer. Face à ces plaintes, les autorités ont réagi. Un système d'alerte précoce a été inauguré dans le cadre du projet de réduction de l'incinération des déchets à l'air libre visant à améliorer la santé publique. Ce projet est soutenu par le professeur Mamadou Ouad, directeur de l'école polytechnique de Thiès. C'est une solution innovante et durable. C'est une plateforme numérique et collaborative qui permet de mesurer non seulement la qualité de l'air, mais aussi de signifier les pics de pollution et surtout, le plus important, de permettre aux autorités de prendre des dispositions nécessaires pour faire le nécessaire. La SONAGED, Société nationale de gestion intégrée des déchets, s'engage désormais à éradiquer définitivement les incendies dans les décharges et à améliorer le cadre de vie des populations. Khalifa Ababakar Sarr, directeur de la SONAGED. Une bonne condition d'existence de nos populations et réduire carrément les maladies afin qu'on ne puisse plus parler d'incendie dans les décharges ou bien qu'on transforme les décharges en infrastructures, usines de traitement des déchets pour avoir des produits quand même qui sont utiles pour le développement de nos nations. Le directeur de la SONAGED annonçait également la mise en œuvre de projets similaires dans d'autres décharges à travers le pays dans le but de lutter contre la fumée toxique et de protéger la santé des riverains. Aminata Kermessar, Radio Média. Aminata Ba, merci. L'information a fait le tour des réseaux sociaux, vous l'avez certainement vu. Il s'agit du décès du mannequin Gone Ndiaye, décès survenu à l'étranger à la suite d'une chirurgie esthétique. Eh bien, RFM a interrogé un spécialiste sénégalais sur cette tendance. Selon le professeur Lamine Ndiaye, chirurgien, il y a des préalables et des conditions à remplir pour réussir une chirurgie esthétique. Awambay. La chirurgie esthétique peut se faire, mais elle doit accorder une priorité à la sécurité de la patiente, selon le professeur Lamine Ndiaye, chirurgien et enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'après lui, il y a des conditions à remplir. Effectivement, la chirurgie esthétique, comme toute chirurgie, doit se faire dans des conditions qui sont régies par la profession de chirurgie esthétique. Par rapport à la patiente, d'abord, il faut que l'indication, ça veut dire que la nécessité de faire cette intervention se pose déjà. En plus, il faudrait faire un bilan complet pour voir est-ce que cette patiente peut supporter cette intervention. La troisième chose, c'est déjà par rapport à l'environnement. Dans quel environnement doit se faire cette intervention? Il faudra que ce soit dans un environnement, un bloc opératoire avec une équipe d'infirmières, d'anesthésistes. La troisième chose, c'est par rapport au chirurgien. Il faut vérifier est-ce que ce chirurgien a les compétences requises pour faire ce type d'intervention. Le suivi d'une chirurgie plastique se déroule sur 3 phases, avant, pendant et après. Toute chirurgie comprend des risques, mais la chirurgie, c'est avant, pendant et après la chirurgie. Ça veut dire que donc c'est pas je me fais opérer, après je disparais. Non, il faut un suivi qui puisse permettre de détecter les complications qui peuvent survenir pour toute chirurgie et quand c'est détecté, d'avoir une réponse concrète, précoce et immédiate et adaptée. D'après le professeur Lamine Ndiaye, si toutes ces conditions ne sont pas réunies, il y a de réels risques. Effectivement, quand cette chirurgie ne se fait pas dans des conditions de sécurité, elle peut entraîner des conséquences qui sont graves, allant du dommage corporel, ça veut dire que des séquelles qui sont graves sur le corps, des disgrâces et parfois même entraîner la mort. La chirurgie esthétique, une tendance chez les jeunes Sénégalaises qui rêvent d'une belle silhouette. Mais attention, dans les pays étrangers, elles ne maîtrisent pas toutes les informations sur les instituts qui les pratiquent et là, leur intégrité physique et leur vie sont en danger. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Dethié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Au Mali d'abord, vers un mandat renouvelable de 5 ans pour le président de la transition. Oui, 5 années supplémentaires au pouvoir pour le général Assimi Goïta. Une décision du Conseil des ministres, le projet de loi instaurant un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable pour le chef de la transition a été adopté hier.
Cette décision fait suite à la dissolution des partis politiques par le régime militaire en mai. Selon le communiqué du cabinet du gouvernement, le projet de loi conduira à la révision de la charte de la transition, accordant au chef de l'État un mandat de 5 ans, renouvelable à partir de 2025. Il met en œuvre les recommandations des consultations du dialogue national organisé par le régime militaire en avril, que les partis politiques ont boycotté. Le projet de loi doit maintenant être ratifié par le Conseil national de transition, l'organe législatif chargé de superviser la transition. Au début du mois de mai, le général Goïta a signé un décret dissolvant les partis politiques, une décision prise dans un contexte d'opposition croissante. Cette décision a coïncidé avec une recrudescence des enlèvements de militants pro-démocratie dans la capitale, Bamako, et quelques jours seulement après une manifestation de plusieurs centaines de militants. Le Mali est en proie à l'instabilité politique qui a gagné l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale au cours de la dernière décennie. Le pays a connu 2 coups d'État militaires depuis 2020, alors que l'insurrection des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique s'aggravait. La junte avait promis un retour à un régime civil d'ici mars 2024, mais a ensuite reporté les élections. Aucune date n'a encore été fixée pour l'élection présidentielle ivoirienne d'octobre prochain, l'Union africaine à Abidjan pour s'enquérir de la situation avant le scrutin. La délégation de l'UA a rencontré hier Laurent Gbagbo pour, dit-elle, intervenir dans ce qui s'apparente à une crise préélectorale. D'autres rencontres sont prévues avec les acteurs politiques et leurs partenaires. Gobia Yabi. Conduite par l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères Mahamat Saleh Anadif, la mission de l'Union africaine était composée d'experts en gouvernance démocratique, en processus électoraux et en maintien de paix. Nous sommes une mission dépêchée par l'Union africaine en prévision des élections présidentielles qui sont prévues pour le 25 octobre 2025. Depuis hier, nous avons commencé des rencontres, des contacts avec les différents acteurs ivoiriens. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés cet après-midi chez le président Gbagbo, dans le seul but de faire en sorte que les élections qui se dégagent à l'horizon puissent se dérouler dans une ambiance apaisée. Et pour ce faire, il nous faut écouter tous les acteurs politiques afin de voir dans quelle mesure l'Union africaine peut apporter une contribution pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas renouer avec les démons du passé. Et donc nous continuons nos consultations, nous l'avons écouté et espérons qu'à la fin de la mission, l'Union africaine aura des propositions de solutions pour qu'on puisse sortir de ce qui apparaît comme une crise. Laurent Gbagbo, bien qu'ayant été acquitté par la CPI, reste inéligible en raison de sa condamnation par la justice ivoirienne dans l'affaire dite du casse de la BCEAO. Sa radiation a été confirmée le 4 juin 2025 par la Commission électorale indépendante. La visite de la mission de l'Union africaine intervient à 24 heures de l'adresse solennelle de Laurent Gbagbo à la nation ivoirienne. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Législative au Burundi, Georges, le parti au pouvoir rafle la totalité des sièges. Le CNDD-FDD, parti du président Évariste Ndayishimiye, a remporté l'ensemble des 100 sièges à l'Assemblée nationale. Le Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie, a obtenu plus de 96% des voix. Aucune des 20 autres formations et coalitions politiques qui s'étaient présentées au scrutin du 5 juin n'a recueilli plus de 1%, à l'exception de l'ancien parti unique UPRONA qui récolte 1,3% des suffrages. C'est hier que la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires, après quoi le secrétaire général de l'UPRONA a dénoncé une élection truquée. Il a